Nous sommes dans le cadre du Salon international de la santé, le Morocco Médical Expo 2024, dans sa 23e édition. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio l'OLDJ deux collègues qui nous viennent de France. Je commence par les dames. Docteur Cécile Monteil, qui est pédiatre, médecin pédiatre, qui exerce aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré, à l'assistante publique hôpitaux de Paris, où j'ai été 2 ou 3 fois. Et puis, j'ai sur ma gauche Monsieur Jérôme Béranger, qui est économiste de la santé, docteur en éthique du digital. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'intelligence artificielle et de ses différentes applications, particulièrement dans le domaine de la santé. Avant de voir son application dans le domaine de la santé, notamment pédiatrique, avec Cécile Monteil, je demande à notre ami Béranger Jérôme une définition pour nos téléspectateurs de l'éthique. Oui, bonjour. En fait, j'ai envie de dire, il y a autant de personnes que de définitions de l'éthique, parce que c'est très singulier. Mais moi, j'aime bien signifier l'éthique en disant c'est la science du comportement, du bon comportement en fonction de la relation de la personne par rapport à une autre personne ou d'un point de vue de l'impact sociétal. C'est donner du sens à une action et c'est de répondre à une problématique ou à un dilemme donné pour apporter la meilleure solution, le meilleur comportement, la meilleure décision possible en fonction au cas par cas. Et c'est ça qui est important. C'est basé sur 4 grands principes éthiques qui sont assez reconnus au niveau universel. C'est une action qui doit être basée sur la bienfaisance, le bien fondé d'une action. D'accord. Est-ce que je suis dans le bien fondé de cette action par rapport au respect de la personne? Ça, c'est déterminant. Et un deuxième principe qui est le principe de non-malfaisance. C'est est-ce que cette action a une répercussion négative ou positive, ne pas nuire. Un impact, ne pas nuire à la personne, exactement, ou à la société, si on se projette d'un point de vue sociétal. Troisième principe, c'est le principe d'autonomie. Se dire, est-ce que cette action ou cette décision qui a été prise, je suis en tout consentement, libre et éclairé, et je suis acteur de ma décision ou de l'utilisation que j'en fais. Ça, c'est notamment sans influence extérieure, en toute connaissance de choses. Et le quatrième principe, c'est le principe qui est un peu plus sociétal, principe de justice basé sur plutôt de l'équité ou de l'égalité. C'est se dire finalement quel est l'impact à que cette action-là, je la reproduis à chaque fois de la même façon selon la personne ou le profil de la personne. Et c'est avec partir de ces 4 principes qu'on peut essayer de résoudre des problématiques données. Donc, on a parlé de l'éthique du point de vue de l'économiste de la santé. Je me tourne à une collègue qui est médecin, qui est pédiatre. Donc, quelle est votre approche de la notion de l'éthique dans la pratique médicale de tous les jours? Cette approche, j'ai envie de dire, elle est très personnelle parce qu'on est très peu formé à l'éthique en médecine, malheureusement. On a des cours un peu pendant la première année. Et puis après, c'est un peu au bon vouloir du compagnonnage et de notre propre personnalité. Après, voilà, on fait notre thèse, on parle du serment d'Hippocrate, donc on a ces 4 principes en tête qu'on essaye d'appliquer. Et avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, en fait, eh bien, à chaque nouvel outil finalement qu'on a pour soigner, on va devoir se poser la question, justement, est-ce que l'utilisation est bien sûr pertinente du point de vue médical, mais est-ce qu'elle est aussi éthique? Et quand on est médecin, mais j'ai envie de dire aussi patient, on nous dit qu'on a des nouvelles choses pour traiter, on a envie de dire oui. Pourquoi est-ce qu'on dirait non? Finalement, on nous propose des nouvelles solutions qui marchent mieux, qui sont plus rapides, donc on a envie de dire oui. Sauf qu'il faut un peu prendre le temps pour se dire oui, mais à quel prix? Oui, mais quels sont les risques? Et oui, est-ce que finalement on reste éthique? Et c'est là où toute la complexité du débat arrive et que parfois on n'a pas toujours les réponses. Mais en tout cas, il faut se poser les questions et il faut tenter d'y répondre un peu pour chaque personne, puisque comme Jérôme le disait, l'éthique c'est assez singulier. C'est pas parce que vous êtes, je suis française, vous êtes marocain. C'est pas parce qu'on donne une liste de caractéristiques que forcément on va avoir exactement tous les Parisiens vont avoir la même éthique ou tous les Marocains vont avoir la même éthique et le même point de vue. Donc après, c'est quelque chose c'est des questions qu'on va se poser un peu au quotidien en face de chaque patient. Absolument. Vous avez utilisé un terme très, très important. Vous avez parlé d'outils.
Et nous sommes dans le cadre de ce Medical Expo de parler d'un nouvel outil qui va révolutionner toutes les pratiques, que ce soit dans le domaine médical ou de la santé. C'est l'outil de l'intelligence artificielle. Donc, de façon globale, vous m'avez dit que vous travaillez sur l'éthique intelligence artificielle dans plusieurs domaines. Donc, quel est le rapport de l'intelligence artificielle ou ce qu'il faut respecter qu'en termes d'éthique, en termes d'utilisation de cet outil qui est l'intelligence artificielle? Alors, c'est vrai que on le voit bien, l'intelligence artificielle, en fait, elle est applicable dans toutes les sphères de la société, publique et professionnelle, que ce soit dans la médecine, mais également dans la finance, dans la science, dans les ressources humaines. Aussi moi, je suis basé à Toulouse, donc l'aérospatiale, l'aéronautique. La finance, faut savoir, il y a plus de 60% des transactions boursières qui sont faites uniquement par de l'algorithme, sans passer par de l'humain, avec toutes les répercussions et les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue économique et corps de métier. Alors les enjeux et les risques éthiques, comme vous me demandez, ils sont multiples et multiformes. Ça peut être bien sûr la sécurité de la data, la confidentialité. En médecine, la relation médecin-patient, si on utilise de plus en plus un agent artificiel, se pose même la question du fameux secret professionnel et le secret médical. Est-ce qu'il n'est pas en train de changer, peut-être le réinventer, le reformuler et le faire appliquer différemment, forcément, parce qu'il y a maintenant la relation médecin-patient qui était une dualité devient une triangulation médecin-patient-agent artificiel. Et donc, du coup, quand il y a une troisième personne, il faut revoir aussi le secret médical peut-être. Après, il y a tout ce qui est l'intégrité, la discrimination. On voit bien les bases de données. On a parlé au niveau sociétal, mais si on fait par profil, la machine lui apprend à apprendre finalement. Et si on oublie tel profil de personne, c'est un laissé pour compte. Et la décision de diagnostic qui va être associée va pas être associée. Donc la fameuse médecine personnalisée peut avoir un trou dans la raquette, comme on dit. Mais derrière ça, il y a aussi tout ce qui est l'intégrité de la personne, la mixité sociale. Ça peut être aussi en termes de transparence. On le voit bien, ce fameux effet boîte noire. Cécile en parlera sûrement, le médecin. Lui, il ne sait pas du tout comment fonctionne un système algorithmique. On lui demande d'avoir des prérequis, tout ça. Mais si on lui demande d'expliquer les résultats de tel système expert, il faut savoir qu'en France, en tout cas, ou en Europe, il a un devoir d'information et un devoir plutôt de moyens, mais pas de résultats, et heureusement. Mais s'il peut pas expliquer son résultat, le devoir d'information, il peut être biaisé. Oui. Donc, vous voyez bien qu'il y a des biais qui sont multiples. Alors, il y a aussi l'impact sociétal et écologique. Parce que tout ça, on en parle moins parce que c'est plus transparent, ça se voit pas. Mais il y a des impacts à toutes les échelles de la société. Docteur Cécile Montet, avant de parler des problématiques de l'éthique et de l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez brosser pour nos téléspectateurs ce que vous a apporté l'intelligence artificielle dans votre pratique quotidienne de pédiatrie et particulièrement tout à l'heure dans votre conférence, vous avez cité un logiciel, un algorithme pour la lecture de l'imagerie radiologique. Ouais. Oui, c'est toujours rigolo parce que quand on intervient beaucoup dans le domaine des nouvelles technologies, on a toujours tendance à me demander et alors dans ta pratique, comme si on avait une pratique très connectée, parce que les gens disent moi quand je vais voir mon médecin, en fait c'est toujours comme il y a 20 ans, et je leur dis à l'hôpital aussi c'est toujours comme il y a 20 ans, mais effectivement petit à petit les solutions arrivent et effectivement on a un logiciel donc d'intelligence artificielle qui va nous dire s'il y a une fracture ou pas sur la radio et qui va nous l'entourer, d'accord. Donc c'est une aide, d'accord. Ce qui c'est un logiciel qui marche de mieux en mieux par rapport aux premières années. Il est beaucoup plus efficace maintenant, mais il n'est pas encore parfait. Et c'est très intéressant d'avoir vu cette implémentation parce que moi finalement quand j'ai commencé, on n'avait pas ce logiciel et donc on nous apprenait à lire une radiographie. Et puis maintenant, je vois des étudiants et les étudiants en fait, vu qu'ils arrivent et qu'il y a le logiciel, qu'est-ce qu'on voit? Ils viennent nous voir et ils nous disent ah oui, alors je pense qu'il y a une fracture. Alors on montre la radio sans le petit carré et on leur dit alors montre-moi et puis ils nous tracent un peu le carré, vous voyez, avec les doigts. On appelle ça le signe du carré. Et puis quand on leur demande mais explique-moi qu'est-ce que tu vois, une rupture de la corticale, en fait ils sont un peu ils ont pas réfléchi. Ils ont pas réfléchi et ils savent moins bien interpréter une radiologie. Alors on leur dit est-ce que tu as examiné le patient, est-ce que ça correspond? Ah, il faudrait que j'aille le réexaminer parce que tout à l'heure il avait mal partout. Et donc, on voit que c'est bien, c'est un outil qui fonctionne plutôt bien, mais qui est pas encore parfait, mais que finalement, si le prix à payer, c'est que le médecin se détache de la connaissance, se détache de la clinique,
à ce moment-là, j'ai envie de dire à quoi il sert. Parce que en fait, d'abord, l'intelligence artificielle peut faire des erreurs, et des erreurs qui sont parfois très grossières parce qu'ils n'ont pas cette vision globale qu'ont le médecin et ils vont pas se rendre compte que leur erreur est grossière. Et donc, s'il y a une erreur, le médecin a besoin de pouvoir reprendre le contrôle. Et en fait, on a quand même besoin si ce sont des outils qu'on utilise, il faut qu'on puisse savoir les utiliser aussi avec les patients. Donc voilà, ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants, mais qui restent des outils. J'ai envie de dire, un menuisier qui a un nouvel outil, il doit continuer à savoir être menuisier. Un pilote dans l'avion, il doit continuer à savoir piloter l'avion. Donc c'est des outils qui nous permettent de bien mieux soigner, mais ça ne veut pas dire qu'on reste pas aux commandes, en tout cas pour le moment. Si je comprends un petit peu ce qu'on me dit, et dans ma pratique quotidienne, aujourd'hui, un malade vient voir un médecin de façon générale, dit va faire un IRM, reviens me voir. Est-ce que par exemple là, est-ce que cela commence à se faire aux dépens de la clinique? Les étudiants en médecine, avant d'examiner le malade, ils vont croire que l'intelligence artificielle va résoudre tous les problèmes de pathologie. J'ai envie de dire que ça, on le voit. Je sais pas si c'est politiquement correct ce que je vais dire, mais on voit la différence entre le privé et le public sans parler d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est la structure de soins, a besoin de faire des sous. Absolument. Il va y avoir beaucoup plus d'examens, malheureusement. Moi, l'hôpital public, non, il n'y a pas besoin de l'examen. Je ne fais pas l'examen et la clinique va primer. Après, le problème de faire des examens à tout va, on peut imaginer, voilà, un super scanner, un super IRM, peu irradiant, peu coûteux, que tout le monde pourrait faire au moindre problème. En fait, ça pose la question de est-ce que c'est ça soigner et qu'est-ce qu'on veut soigner et puis en fait qu'est-ce qu'on va découvrir aussi, parce que quand on fait des examens, on s'expose aussi à découvrir des choses qu'on ne cherchait pas forcément. Est-ce que ces choses qu'on ne cherchait pas forcément, c'est bien qu'on les ait découvertes parce que c'est salvateur, en fait, il y a un nodule, il y a un cancer qu'il va falloir traiter, c'est génial. Est-ce que c'est un incidentalome où finalement on va être on va faire plein d'examens supplémentaires alors que finalement on l'aurait laissé tranquille, il n'aurait jamais parlé, voire il aurait disparu. Donc c'est très complexe, c'est une question qui est assez complexe en fait. D'accord. Alors, Béranger Jérôme, vous êtes économiste de la santé. Oui. L'utilisation de l'intelligence artificielle et le respect de l'éthique, est-ce que ça coûte plus cher? Forcément, il y a des budgets alloués pour une entreprise ou une start-up, c'est un investissement. C'est un investissement aussi d'idéologie, en disant ils veulent donner les meilleurs usages pour leurs clients ou pour leurs potentiels clients. Mais derrière ça, il y a de la communication. C'est une meilleure image de marque. Ça va être aussi un investissement humain et financier, parce qu'il faut sensibiliser, il faut former tel ou tel salarié, collaborateur au développement de l'IA. Et l'IA, par contre, derrière, il y a de la rentabilité, de la productivité. Moi, je vois dans ma société, j'ai 3 développeurs, donc c'est pas uniquement dans la santé, mais mes 3 développeurs, ils me disent, Jérôme, je ne peux plus travailler sans des IA génératives. J'ai multiplié par 2,5 leur production. Donc tout ça, c'est une réalité. Ce qui est important aussi, pour rebondir avec les propos de Cécile, c'est l'influence. L'influence qu'il y a finalement l'IA ou les systèmes d'experts pour le professionnel, que ce soit dans la santé ou ailleurs. Et on voit bien que la décision que tu vas prendre, est-ce qu'elle est impactée, comment elle est impactée, comment on doit travailler avec cet outil, il y a tout à faire en fait. C'est ce qu'on appelle la science de la cobotique, c'est-à-dire l'interaction entre l'homme et la machine, que ça soit pour l'usager, mais aussi pour le professionnel. C'est important. Quand on parle moi je suis toujours assez pourquoi est-ce qu'on veut absolument associer le numérique à l'économie en fait. Donc on parle de productivité, de rentabilité, mais est-ce que si on parlait de l'humain, en fait, plus on va avoir de nouvelles solutions, plus on va diagnostiquer de pathologies. Une fois qu'on les diagnostique, il faut les traiter, ça coûte de l'argent. Donc il y a des technologies qui vont permettre de faire des économies, et puis il y en a d'autres qui vont générer en fait des dépenses. C'est comme ça. Après, c'est de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut investir dans l'humain et qu'on veut se dire, en fait, on va investir dans la santé. Donc, ça veut dire que les gens vont vivre plus vieux, peut-être plus longtemps en meilleure santé, mais il y aura quand même un coût qui va être plus élevé parce qu'on aura plus de monde qui va vivre plus vieux avec plus de pathologies détectées. Ah, voilà, faut savoir. Est-ce que l'intérêt, c'est de faire des économies ou est-ce que c'est de soigner l'humain? L'idée, c'est de soigner le mieux possible avec le moindre coût, si c'est possible. Cécile Monté, je voudrais passer sur un autre sujet. Tout à l'heure, vous en avez parlé, c'est la simulation. Ouais.
Nous-mêmes, beaucoup de médecins, nous avons appris notre première intramusculaire ou intraveineuse sur l'humain. Ah bah oui, moi aussi. Aujourd'hui, heureusement, il y a cet aspect. Qu'est-ce que c'est que cette simulation? Qu'est-ce qu'elle va apporter dans la formation médicale? Alors, donc la simulation, en fait, pour moi, je décris ça comme la brique entre la théorie, le bouquin, et la pratique, notre première fois sur le patient. En fait, sur les bancs de la fac, on apprend la théorie. On apprend à faire une ponction lombaire avec un petit schéma, une petite description, et je peux vous dire qu'on ne sait pas faire de ponction lombaire pour autant. On apprend l'éthique sur un papier, il faut annoncer une pathologie grave de façon... Nous, on l'a appris sur les malades à l'hôpital. En tout cas, quand on est sur les bancs de la fac, c'est pas parce qu'on a un cours où on nous dit qu'il faut être clair, loyal et empathique qu'on sait le faire dans la pratique. On apprend un algorithme d'arrêt cardiaque, pareil, sur un papier. Et puis un jour, on arrête dans la vraie vie et en fait, rien ne se passe comme prévu. C'est pas parce que j'ai appris sur un schéma que je sais le faire dans la vraie vie. C'est pas parce que j'ai appris un algorithme de prise en charge de l'arrêt cardiaque que je sais le mettre en musique. C'est pas du tout la même chose. Je connais les doses d'adrénaline, mais je sais pas où est le chariot d'urgence, je sais pas prendre le leadership avec mes collègues, je ne sais pas m'organiser au niveau du temps. Tout ça, c'est très différent. La simulation permet de répondre à tout ça. Elle permet de se former aux gestes techniques. Qu'est-ce que c'est que la simulation? La simulation, en fait, c'est l'apprentissage de soigner sur des mannequins. Donc ça peut être des tronçons de corps humains factices, ça peut être des corps humains bardés d'électronique qui vont pouvoir respirer, qu'on va pouvoir intuber, qui vont pouvoir simuler tout un tas de paramètres. Et donc on va s'entraîner sur du faux, en équipe ou tout seul. Donc on va s'entraîner du faux qui s'approche du vrai. Du faux qui est le plus réaliste possible. Absolument. Et donc on s'entraîne sur tout ce qui est gestes techniques, massage cardiaque, intramusculaire, ponction lombaire, tous ces gestes en fait qui sont compliqués de faire pour la première fois sur le patient. On s'entraîne sur le travail en équipe, la mise en musique des algorithmes. Voilà, une fois qu'on a appris son algorithme de prise en charge de l'arrêt, faut aller le mettre en musique avec ses collègues sur une fausse situation. Et on apprend la communication. Donc, on travaille avec des mannequins, mais aussi avec des acteurs. Ce sont des comédiens, en fait, qui jouent le rôle de patient. Et on va s'entraîner à toute la partie communication, du plus simple au plus complexe, finalement. Et comme ça, quand on arrive sur le terrain, on est bien mieux préparé. Comme un jeu de rôle. Que par les bancs de la fac. Ouais. C'est pas tout à fait le jeu de rôle, mais le jeu de rôle est aussi intéressant dans la formation. Ouais. Absolument. Moi, pour nos téléspectateurs et vous-même ici, nous avons au Maroc maintenant, on est sur 7 facultés de médecine. Et l'étudiant de médecine aujourd'hui, même jusqu'à 6e année, à la sortie, il travaille sur des mannequins. On travaille plus directement sur l'humain. Pour terminer cet entretien, je vous en remercie. Toute structure de santé, que ce soit dans le privé ou dans le public, aujourd'hui, l'outil informatique, l'intelligence artificielle devient indispensable, n'est-ce pas? Alors, quel est le moyen d'utiliser cet outil en respectant le maximum l'éthique, Jérôme? J'ai envie de dire, déjà, c'est de choisir le bon outil. C'est-à-dire qu'il faut qu'un outil soit déjà pertinent, qu'il soit utile, qu'il soit pas une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il soit assez simple, finalement, qui réponde à la fois aux attentes des usagers de santé, mais aussi aux exigences des professionnels de santé. Qu'il soit assez hybride, qu'il soit flexible, c'est-à-dire qu'il puisse s'incorporer dans une organisation, une prise en charge déjà en place au sein de l'établissement, pour mieux finalement modifier au fur et à mesure l'organisation préétablie, parce que finalement la lente conduite de changement fait que c'est comme ça qu'on a une adhésion des professionnels de santé et des usagers par ricochet. Donc ça, c'est déterminant. Après, vous pouvez apporter des espèces de codes de conduite, de bonnes pratiques pour les utilisateurs. Donc ça passe par de la formation, de la sensibilisation, formation initiale ou continue de ces différents professionnels. Et tout ça fait que bout en bout, vous apportez un cadre éthique, et l'information et la sensibilisation est déterminante autant pour l'usager de santé que pour le professionnel. Spécialement dans un établissement de soins, je dirais pédiatrique, et plus particulièrement dans les urgences pédiatriques, qui est très très sensible. On a un bébé, un enfant, un nourrisson qu'on doit prendre en charge dans les premières heures. Et les parents. Et les parents, absolument. Ouais. Nous, à notre niveau, en fait, ce qu'on a besoin quand on a des outils d'intelligence artificielle, c'est de savoir, effectivement, c'est qu'ils aient été conçus avec et les professionnels de santé et les patients, pour être sûr de sa pertinence et de son bon sens. Oui. On a besoin qu'effectivement, ils aient été régulés,
En fait, je peux pas, au moment où j'ai besoin d'utiliser un outil, avoir à me poser la question, est-ce que les données sont sécurisées? Enfin, je veux dire, je dois sauver l'enfant. C'est quelque chose qui doit avoir été vu en amont. Donc, il faut qu'il y ait eu des régulations qui fassent que je sais que quand j'utilise cet outil, en fait, sur le plan éthique et régulatoire, ce soit OK. Et ensuite, en fait, ben ça c'est au niveau sociétal, et puis après ça va être au niveau individuel. Ça va être, alors, quand on est dans le mécanisme de l'urgence, de dire qu'il faut laisser le choix, c'est un peu compliqué parce que si c'est une question de vie ou de mort, ben on va probablement utiliser l'outil, mais c'est pas tous les jours des situations de vie ou de mort. Et ensuite, en fait, il faut laisser le choix. Il faut laisser le choix finalement. J'ai envie de dire même au médecin, si le médecin il est pas à l'aise avec ce qu'il utilise, en fait, il va pas faire de la bonne médecine. Donc il faut laisser le choix au médecin, mais pour qu'il l'utilise, il faut le former. Et puis il faut laisser le choix au patient qui a aussi son mot à dire. Et pour laisser le choix au patient, il faut qu'il ait été informé. Sinon, comment est-ce qu'il peut choisir? Donc nous, finalement, le terrain, c'est en bas de l'échelle. Tout doit avoir été blindé en amont. Et puis après, en fait, il y a le questionnement éthique qui, lui, est perpétuel. En fait, on a le progrès scientifique de l'outil qui, lui, avance à toute allure. Mais les questions éthiques, c'est les mêmes depuis la nuit des temps. Et c'est à nous de toujours garder cette réflexion de bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice. Ben, merci. Je voudrais expliquer rien qu'un terme que Dr Cécile Monteil a utilisé. La régulation, c'est de prévoir les fausses et les bonnes urgences. Parce que nos téléspectateurs ne connaissent pas ce que c'est que le terme de régulation. En tout cas, nous sommes toujours dans le cadre du Medical Expo 2024, dans sa 23e édition. Merci Béranger Jérôme, qui est économiste de la santé, docteur en éthique du digital. Merci docteur Cécile Monteil, qui exerce aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debaille. Au revoir et merci. Merci.